Vous êtes au rendez-vous de l'information sur Speedline TV, c'est le 19h30. Voici les titres. À la suite de la tentative de coup d'État mise en échec au Bénin, les messages de condamnation affluent. Grâce à une intervention rapide et parfaitement coordonnée, les forces régulières ont pu contenir la menace. Les acteurs politiques saluent le courage et la détermination des forces armées. Pendant que les fausses nouvelles circulent, la manipulation d'images, la désinformation gagne du terrain et devient un véritable fléau. Comment faire face à cette menace grandissante? La réponse dans ce journal. Et puis, les prix des billets d'avion pour les voyages aériens dans l'espace CEDEAO devraient connaître très bientôt une réduction. À partir du 1er janvier 2026, les frais de transport aérien vont baisser ainsi que les coûts de voyage aérien dans l'espace de la CEDEAO. Au petit matin du dimanche 7 décembre, la quiétude des populations a été troublée par des actes de déstabilisation. Des mutins ont tenté de remettre en cause l'ordre républicain avant d'être rapidement neutralisés par les forces de défense et de sécurité restées loyales à la Constitution. La ministre conseillère Sedami Medegan-Fagla a condamné fermement l'acte. Elle est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonumbo. Ma première impression quand même, c'est que le Bénin est un pays fort. C'est un pays qui a, comme le dit le chef de l'État, une âme, et cette âme veille sur ce pays, cette âme veille sur les Béninois que nous sommes. Et deuxième impression, c'est que nous pouvons être fiers de notre armée, des forces armées béninoises, qui ont le dimanche 7 décembre dernier, à mon sens, réaffirmé, confirmé leur engagement au service de la nation, leur engagement républicain. Nous sommes vraiment dirigés par un chef suprême des armées. Nous avons un homme à la tête de ce pays. Nous avons un homme courageux, d'une bravoure qu'il faut saluer à la tête de ce pays. Et ensuite, ce qui s'est passé est triste, mais ce que moi je veux retenir après cet épisode-là, donc déjà la force de notre armée, leur engagement au service de la nation, leur capacité à repousser des assaillants, à nous défendre, à protéger la patrie, leur détermination à être prêt à mourir pour la patrie est à saluer, et je me sens en sécurité, je me sens en paix. L'autre chose que je souhaite ajouter, c'est que j'adore mon pays, j'aime le Bénin, je suis béninoise et je suis fière de l'être parce que la vie a repris tout aussitôt. Comprenons que nous sommes un pays de sécurité, nous ne sommes pas en danger en fait, et le danger qui voulait nous emporter le dimanche dernier a été circonscrit. On a mis les assaillants en déroute, ils ont pris la poudre d'escampette. Notre pays est resté debout, le Bénin est resté résolument debout face aux assaillants. Donc il y a un sentiment de sécurité, et les gens, nos concitoyens, on a vaqué à nos occupations, même moi on a vaqué à nos occupations comme si de rien n'était, dès dimanche soir et dès lundi matin, et c'est en cela que je salue ce pays. Nous avons réellement une âme. Et puis il y a eu la pluie du lundi qui est venue comme pour balayer tout ça. C'est extraordinaire, c'est ça que j'adore, la résilience de mon pays face aux agressions extérieures, la détermination de mon pays à poursuivre sur son chemin, à tracer son chemin propre. Le Bénin a toujours montré l'exemple aux autres. Le Bénin peut donner des leçons sur la gestion par les militaires d'un État à tous les pays alentours. Et nous l'avons vécu. Nous avons même été les premiers à faire alliance avec la Russie en 1972. Nous sommes restés marxistes, léninistes jusqu'à 1989. Donc on n'a pas de leçons à nous donner sur la gestion d'un État par des militaires. Nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la collaboration que nous choisissons d'avoir avec la Russie. Nous avons déjà fait des expériences dans ce sens. Et si nous avons choisi la démocratie, si nous avons décidé de choisir nos dirigeants par les urnes, c'est bien parce que nous avons compris qu'il y a un modèle qui ne nous convient pas. Et c'est en vertu de cela que notre armée a également pris l'engagement devant le peuple en février 1990 de rester dans les casernes définitivement. Je salue notre détermination à poursuivre, à déterminer nous-mêmes notre destin et à ne pas nous laisser dicter notre destin par ce qui se passe
autour de nous. Le chef de l'État a promis que ce qui s'est passé dimanche, que les personnes qui ont participé à cela répondront de leur forfaiture. Donc c'est le début du ratissage et il faut que ça se poursuive parce que nous avons besoin qu'ils viennent répondre devant nous, concitoyens, de ce qu'ils ont fait en fait et qui payent leur dette à la société. Dans un tout autre registre à présent, à un mois des élections législatives et communales de 2026, la RAC franchit une étape clé pour assurer une couverture médiatique équilibrée. Elle a publié la liste des organes de presse privée et des éditeurs de services retenus pour suivre la campagne des scrutins couplés. Parmi les médias sélectionnés figure Speedline TV, compte rendu Romaric Dossa. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC a procédé ce mercredi 10 décembre au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques dans les médias dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives et communales de 2026. Pour les législatives, le tirage au sort place en tête la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, suivi de l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, arrive en troisième position devant le Parti Les Démocrates, tandis que le bloc républicain BR ferme la marche. S'agissant des élections communales, le bloc républicain BR ouvre la série des diffusions médiatiques devant la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Ce tirage au sort permettra d'organiser la diffusion des programmes de campagne dans les organes de presse retenus dans le respect de l'équité entre les différentes formations politiques. Il y aura deux débats d'envergure nationale. Un pour les législatives et un autre pour les communales. Et comme la décision a su bien le préciser, c'est 90 minutes pour les législatives et 52 minutes pour les élections communales. La RAG a également procédé à la signature officielle de la charte de bonne conduite avec les partis politiques engagés dans les élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Cette cérémonie, qui s'est tenue au siège de l'institution à Cotonou, a connu la présence de présidents locaux, des conseillers de l'institution, des représentants des partis politiques et des responsables des médias publics. Par cette démarche, les partis s'engagent à conduire une campagne médiatique respectueuse des règles définies par la HAC, à promouvoir la cohésion sociale et à renforcer la démocratie. La charte rappelle des principes essentiels, respect mutuel, équilibre, responsabilité et transparence dans les usages des médias pendant la période électorale. Article 16. Tout parti politique ou candidat se fait le devoir d'observer strictement les principes énoncés dans la présente charte pour la promotion et le renforcement de la démocratie, la sauvegarde de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité. Et définitivement, article 17, qui finit, la haute autorité de la communication veille à la mise en application de la présente charte. La liste des organes de presse privés et éditeurs de services sélectionnés pour couvrir la campagne électorale des prochaines élections couplées législatives et communales a été rendue publique. Au total, 50 radiodiffusions sonores, 4 éditeurs de services, 50 organes de presse écrite et 30 médias en ligne, dont Speedline TV, ont été retenus par l'institution en charge de la régulation des médias au Bénin. Alors que l'information circule plus vite que jamais, la désinformation s'impose comme un danger majeur pour les médias et pour le public. Mensonges construits, contenu manipulé, rumeurs orchestrées, ce phénomène brouille la réalité et alimente la confusion. Comment faire face à cette menace grandissante? La réponse dans cet élément. La désinformation peut provenir de plusieurs sources, intentionnelles ou non. Et parlant de ces sources-là, on peut avoir les médias et les sites web, par exemple, les sites web peu fiables
bien entendu. On peut avoir les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, on peut avoir les groupes d'influence et les groupes de propagande politique. On peut avoir également des erreurs journalistiques, pas bien de production d'informations journalistiques. Il y a aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peuvent être, entre autres, tout ça peuvent être considérés comme des sources de désinformation. Donc, les réseaux sociaux sont à l'origine, sont des sources de désinformation dans la mesure où il y a beaucoup de sites web qui sont peu fiables et qui diffusent de l'information. Après, il n'y a qu'aujourd'hui, tout le monde s'érige en donneur d'informations sans forcément vérifier l'information qu'on donne par effet de buzz. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, il y a une situation dans une rue ou quelque part, le premier réflexe qu'on constate auprès des gens, c'est sortir leur téléphone, c'est enregistrer, c'est filmer et poster sur leurs différentes plateformes. Ce sont des actions ou des actes qui participent de la désinformation parce qu'il y a par exemple un accident de la route, on est témoin de l'accident, on prend son téléphone, on filme et on va dire peut-être que c'est telle personne qui a cogné telle autre alors qu'on n'est pas un spécialiste du constat d'accident de la route. Si on prend une information sur le secteur de la santé, qui vous souviennent qu'au temps de la COVID-19, par exemple, il y a eu des informations selon quoi si, par exemple, on boit du jus de citron avec de l'eau bouillante, quelque chose comme ça, on pouvait arriver à se mettre à l'abri du virus de la COVID-19. Il y avait une information comme ça et il y a eu même des vidéos qui sont devenues très virales sur la toile, qui ont circulé dans ce sens-là et beaucoup se disaient ou disaient qu'eux, ils ont déjà pris de l'eau avec du citron et donc ils ne seront plus contaminés par le virus de la COVID-19. Donc ça, c'est dans le secteur de la santé et quelqu'un qui prend une information comme ça, comme étant une bonne information, une vraie information, ne va plus suivre les mesures qu'il faut pour se mettre à l'abri d'un tel virus ou les mesures nécessaires pour ne pas contaminer d'autres personnes dans son environnement. Ça, c'est du point de vue de la santé et c'est très mauvais. Le journaliste a un rôle très important dans le processus de diffusion de l'information, puisque c'est à lui que revient la lourde charge et la lourde responsabilité de chercher l'information, de faire le recoupement nécessaire et de traiter l'information. Et c'est ça qui va différencier l'information par un journaliste à l'information donnée par monsieur, madame, tout le monde. C'est parce que le journaliste est payé pour traiter l'information. Et quand un journaliste donne une information, on sait que ça, c'est une information qui a été diffusée par un journaliste, par le biais de tels médias. Ça donne toute la crédibilité nécessaire à la chose. C'est pour ça que le journaliste doit travailler à toujours respecter les différentes étapes de traitement de l'information pour que quand un journaliste a donné l'information, on soit sûr et certain de ce que cette information-là est une bonne information. Et c'est ça qui va faire qu'on va respecter même le journaliste et qu'on donnera une certaine, on va lui accorder tout le respect nécessaire par rapport aux informations qu'il donne. Si le journaliste même doit contribuer à donner de fausses informations, qu'est-ce qui le différencie des autres activistes, des autres, de ceux qui en griffe se proclament donneurs de l'information? Donc on doit pouvoir se démarquer de la masse et montrer que nous, en tant que journalistes, nous travaillons à donner la bonne information. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont approuvé une réforme majeure du transport aérien régional visant à rendre les déplacements plus abordables en Afrique de l'Ouest. À compter du 1er janvier 2026, l'ensemble des États membres aboliront les taxes sur le transport aérien et réduiront de 25% les redevances passagères et de sécurité. Le reportage.
La CEDEAO a adopté une réforme majeure visant à supprimer plusieurs taxes et à réduire de 25% les frais passagers et de sûreté dès janvier 2026. Un allègement destiné à rendre les billets d'avion plus accessibles et relancer le trafic régional. Pendant des années, l'aviation ouest-africaine a été freinée par des taxes et redevances trop nombreuses. Selon des études régionales et internationales, les passagers peuvent parfois payer jusqu'à 66 frais différents et les compagnies aériennes plus de 100 taxes. Une situation qui pénalise les voyages, le tourisme et le commerce intra-africain. Le 28 décembre 2025, la Centrafrique tiendra 4 scrutins majeurs dont l'élection présidentielle devant le Conseil de sécurité Abou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, a souligné que cette échéance constitue un moment décisif pour le pays alors que Bangui poursuit la consolidation de la paix et renforce la sécurisation de ses frontières, en particulier avec le Tchad et le Cameroun. Suivant. La République centrafricaine s'apprête à organiser le 28 décembre une quadruple élection présidentielle, législative, régionale et municipale, qualifiée d'historique par Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA. C'est l'occasion de saluer le remarquable relèvement du pays qui jette les bases de la consolidation de la paix avec les acteurs à l'intérieur et qui a engagé des actions de sécurisation de ses frontières, notamment avec le Tchad et le Cameroun. Le financement du Plan national de développement 2024-2028 par les partenaires du pays à hauteur de 9 milliards de dollars est une preuve additionnelle de ce relèvement. Cependant, le représentant de l'ONU a alerté sur les difficultés opérationnelles qui entravent la capacité de l'UNOCA. Une plainte pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité vise la Banque de France soupçonnée d'avoir validé en 1994 plusieurs transferts de fonds. Ces opérations auraient contribué à soutenir les forces génocidaires, d'après le collectif des partis civils pour le Rwanda. Le génocide a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU. Le reportage. Le collectif des partis civils pour le Rwanda a porté plainte contre la Banque de France pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité, rapporte Le Figaro. Il est reproché à l'institution d'avoir autorisé des virements qui auraient permis l'achat d'armes utilisées pendant les tragiques événements de 1994 au Rwanda, alors qu'elle devrait geler les comptes de la Banque nationale du Rwanda. La plainte a été déposée le 4 décembre auprès du doyen des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, qui doit dire si la Banque de France a fait fi de l'embargo des Nations Unies sur la vente d'armes au Rwanda, décrété le 17 mai 1994. La Banque de France dit ne pas avoir trouvé trace des virements mis en cause au stade actuel de ses recherches. Le génocide au Rwanda a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsis exterminés entre avril et juillet 1994. Tous les 4 ans, la question des prix des billets pour assister à la Coupe du monde de football alimente les débats. Le Mondial 2026 n'échappera pas à la règle. L'association de supporters football Supporters Europe a demandé ce jeudi à la Fédération internationale de football de suspendre la vente des billets pour le Mondial 2026 en raison de préjugés astronomiques. C'est après moi. La Coupe du Monde 2026 de la FIFA sera-t-elle réservée à l'élite de la fortune? La grogne monte au regard des prix des billets jugés astronomiques. C'est dans ce contexte que Football Supporters Europe a appelé la FIFA à arrêter immédiatement les ventes des allocations des équipes nationales. Pour ce groupe de supporters, en effet, des billets chers rendraient la compétition non inclusive. L'association indique qu'un supporter qui accompagne sa sélection du premier match de groupe jusqu'à la finale grâce au billet PEMA payerait au moins $6 900,
soit près de 5 fois le coût équivalent de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais pas seulement, les billets de la catégorie 4, la plus basse, ne seront plus mis à la disposition des supporters les plus fidèles via leurs associations, mais plutôt réservés à la vente générale, soumise à des fluctuations. Alors que pour la finale, le mondial de football, c'est du 11 au 19 juillet 2026. La FIFA a encore des mois pour réviser la tendance inflationniste. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.